Nous étions tantôt en train d'évoquer donc le décès de Soumaïla Cissé, l'opposant malien, décédé donc à Paris, officiellement des suites du coronavirus. C'est quelqu'un qui va manquer à la classe politique malienne? Oui, quelqu'un qui va manquer beaucoup à la classe politique malienne. Mais je suis en train de faire une lecture par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Mali. Est-ce que ce n'est pas un ouf de soulagement pour le pouvoir malien actuellement? Parce que vous savez que Cissé était celui-là qui dérangeait plus le pouvoir d'Ibeka. Ibeka n'est plus... Mais c'est plus Ibeka qui est aux affaires, donc... Non, c'est un pouvoir chancelant, oui, je viens, dans les mains des militaires. Oui, j'en viens. Vous savez que Ibeka n'est plus... il a emporté par ce coup d'État qui l'a mis loin. Aujourd'hui, est-ce que Ibeka a encore le coup de franche pour encore continuer ce qu'il avait commencé avec le pouvoir de Ibeka? Parce que c'est une transition qui est en place actuellement. Et les gens voient en Ibeka quelqu'un aussi... Soumaïla Cissé, vous voulez dire. Soumaïla Cissé, j'allais dire. Les gens voient en Soumaïla Cissé et celui-là qui a toujours cherché à ce que les choses puissent évoluer de façon à ce qu'on ne puisse pas avoir des regains. Maintenant, sa présence au niveau de la classe politique malienne, est-ce que ce n'est pas un gêne? À mon avis, je crois que son départ ou son décès aujourd'hui crée en même temps un vide au niveau de sa classe politique biologique, enfin de la classe politique de son rang biologique, et en même temps une forme de lassement au niveau de la classe politique, enfin du pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore l'élection qui est organisée. Soumaïla Cissé qui vous dit si tout avec la détention, avec l'enlèvement, enfin l'enlèvement qu'il y a au niveau des djihadistes, il est revenu au pays avec même le charme qu'il a. Est-ce que demain, s'il se présentait aux élections à venir, est-ce qu'il ne va pas pouvoir rentrer ou les emporter? Vous voyez que comment l'appelle-t-on? L'armée aussi ne veut pas quand même donner quand même des facilités aux politiques de s'ingérer dans les affaires politiques comme cela se doit. Donc c'est tout un truc que je me dis que... Mais c'est sous un régime militaire qu'il a été quand même libéré. Hein. Oui, je ne refuse pas, mais ceux qui sont... Je ne refuse pas, mais ceux qui sont à la transition maintenant, vous savez que même quoi qu'on dise avec la pression de la CEDEAO, tout ce que nous avons connu, nous savons que les militaires ne veulent pas quand même donner toute la liberté ou toute la chance aux civils d'accéder au pouvoir au niveau de cette transition. Ni n'était sous la pression de certaines institutions comme la CEDEAO, l'ONU et tout. Aujourd'hui, on serait arrivé à une situation où le Mali se trouverait difficile à vivre. Mais Dieu merci, les gens ont compris la nécessité de la chose. On a laissé tomber les choses et puis les choses ont repris vivement. Maintenant, Ibrahim et Soumaïla Cissé n'est plus... Et celui qui va prendre le flambeau, peut-être il faut le chercher certainement. Comment ça va se faire au niveau même de sa classe politique? Parce que, quand on dit aujourd'hui, c'est le seul parti qui, au niveau de l'opposition, est en train de peut-être peser avec le pouvoir qui existait. Maintenant, mais il y a quand même d'autres partis aussi. Oui. Mais vous savez que sa détention... Mais c'est quand on veut citer quand même les noms de grands politiques, c'est plus facile de citer Soumaïla. Il a plus de charisme. C'est qui lui a fait plus de charisme, plus de popularité. Voilà. Il est connu internationalement. C'est qui fait même le poids pour lui avec comment l'appelle-t-on, l'enlèvement ou soit détention avec les djihadistes, fait de lui une popularité. Il est revenu... Les gens disaient même que ça allait être un argument de campagne, puisqu'il connaît maintenant la réalité. Et la réalité du terrain. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, ceux qui voudraient concurrencer Soumaïla Cissé trouvent que la voie est balisée peut-être pour ne pas trouver un concurrent de taille en face. Georges, moi, quand j'ai appris le décès de Soumaïla Cissé en France, des suites du coronavirus, je me suis posé une seule question. Comment on arrive à guérir d'autres qui présentaient quand même des facteurs de risque? Je pense au Premier ministre britannique Boris Johnson qui allait même tutoyer la mort, mais qu'on a ramené. Je pense à Donald Trump qui avait même un peu d'obésité, facteur de risque, qu'on a ramené. Et quand il s'agit de personnes comme Soumaïla Cissé qui visiblement sont en forme, eux, rapidement, ils décèdent. En fait, c'est le mystère de la mort. Vous allez voir des gens bien portants,
vous vous séparez de la nuit, le matin, on vous appelle que cette personne est décédée. Ça arrive. Et donc, ça arrive. Et vous avez quelqu'un qui a pas lui, qui s'en sort très bien, et l'autre qui a avec le même palu, qui part. Donc, nous ne pouvons pas dire beaucoup de choses, seulement c'est que c'est ce qu'on nous a annoncé, qu'on peut croire. Seulement cette semaine, vous pouvez constater. On n'est pas obligé de croire non plus. Non, bon, de toute façon, on n'est pas des médecins, on n'a pas encore fait l'autopsie pour dire que on accepte parce que c'est ce qui est officiel. Donc aujourd'hui, vous savez, je crois toute la semaine, ce qui se passe au Mali avec l'ancien Boubou, c'est Smaïla Boubou, Smaïla ou bien quelque chose comme ça, l'ancien premier, c'est Boubou Cissé, l'ancien premier ministre, avec tout ce qui se passe, les enlèvements, les blessés, les légères au niveau des gens de sa maison, un coup d'État qui se prépare, le gouvernement de la transition qui est sur les qui-vivent, qui cherchent par des renseignements, des personnes qui sont ou bien qui sont porteurs de certaines idées de déstabilisation du gouvernement de la transition. Donc, tout ceci avec la mort annoncée de comment l'appelle du Cissé donne quand même peut nous donner certaines idées, mais étant donné que c'est quelqu'un qui est parti en France pour se soigner entre-temps, quelqu'un qui était détenu, vous savez, même s'il n'est pas agressé physiquement ni verbalement, la détention même, la privation de liberté, même donne un certain nombre de stress et ça peut même réduire son immunité de telle manière que quand cette maladie qui est une maladie qui trouve dans certains guérissent. Oui, non, c'est que c'est une maladie qui permet quand il y a déjà une santé très faible, la maladie trouve c'est la possibilité de faire partie de la personne. Vous savez, quand vous prenez les pays comme l'Angleterre, les pays comme les États-Unis, il y a une certaine manière de traiter surtout les dirigeants. Je crois qu'avec Boris Johnson, c'est ce qu'il a été entre guillemets enlevé de force pour être soigné parce qu'il avait la maladie, mais il ne voulait pas se faire traiter. Donc, à un moment donné, on l'a pris de force, entre guillemets, pour aller le traiter. Et quand il est revenu, il a su qu'effectivement, il a frôlé la mort. Avec Donald Trump, c'est la même chose. Mais ici, est-ce que c'est après avoir détecté la maladie qu'il a quitté le Mali pour se soigner? Bon, on n'a pas donné des détails. Oui. Mais s'il s'agit de quitter après avoir détecté, ça veut dire que la maladie, le virus a déjà fait 14 jours au moins. Ça a eu le temps d'avoir de l'ancrage, de pouvoir dans ici, on accusait déjà le pouvoir malien de n'en faire pas assez quand il était en détention pour le libérer. Vous pensez pas que si un homme de la trame de Soumaïla Cissé, on parle quand même d'un ancien ministre de 93 à 2003, ancien premier ministre, on parle d'un ancien président de la commission de l'UEMOA pendant 7 ans, donc c'est pas n'importe qui. On aurait pu mieux faire en termes de soins pour sortir celui-là d'affaire aussi, si c'était vraiment ce dont on nous parle. En fait, quand il est libéré de son otage, on devrait lui administrer des soins. Il était parti en France. Et je crois que cela devrait l'aider. Ça, c'est la première chose. Il y a eu des soins, effectivement, mais est-ce qu'on a fait le nécessaire ou bien on a fait comme cela se doit?
L'autre question aussi, c'est que jusqu'à présent, on ne nous dit pas d'où est-ce qu'il a chopé le mal de coronavirus. Est-ce que c'est des germes venant de sa détention ou bien est-ce que c'est au cours de l'otage qu'il a été touché par la maladie? On ne nous donne pas de précision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été évacué quand même pour être soigné en France des suites de la maladie du coronavirus. Bon, alors moi je me pose 2 questions à ce niveau. Il y a quand même des hommes d'État qui ont été traités également ici en Afrique et qui ont guéri de leur maladie. Je prends par exemple je donne l'exemple des ministres burkinabés qui ont été traités sur place. Il y a des médecins africains qui font quand même des merveilles en matière de guérison de la maladie du coronavirus. Alors, pourquoi c'était nécessaire de l'évacuer sur la France, alors qu'on sait qu'en France, le mal est plus grave et plus dangereux que malheureusement que chez nous, parce que le nombre de morts comptés chaque jour en France, comparé au nombre de morts comptés dans les pays africains, il y a quand même une différence. Donc, il y a un mystère quand même qui entoure la mort, quand même, que ce soit la famille biologique comme le parti politique, parce qu'on n'a pas encore eu le communiqué du gouvernement actuel, le gouvernement du Mali, mais il y a la famille biologique et puis la famille politique qui ont essayé, les deux ont essayé de faire quand même un message pour annoncer sa mort. Mais des enquêtes devraient situer un peu plus sur la mort de cet homme qui n'est pas seulement un Malien, mais qui a joué un rôle pour la communauté africaine, à savoir où est-ce qu'il a eu le coronavirus, parce que aujourd'hui c'est facile à retrouver, et quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il a eu effectivement des soins intensifs comme il le faut quand il a été évacué? Parce que on sait aussi que on ne peut pas le dire d'une façon directe, mais il a beaucoup d'ennemis, en plus d'avoir des adversaires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de négligence quelque part? Je n'insignifie rien, je ne dis rien pour le moment, mais des enquêtes et surtout un communiqué officiel du gouvernement malien devrait permettre à l'opinion internationale et nationale d'avoir plus d'éclaircissements sur les situations du rappel à Dieu de M. Soumaïla Cissé. Parfait. On continue maintenant avec le Niger qui est dans l'attente du premier tour de la présidentielle. Ce sera dimanche. Plusieurs candidats sont en lice, mais il y a un nom qu'on ne retrouvera plus sur aucun bulletin de vote au niveau du Niger, c'est celui du président sortant Mamadou Issoufou. Dans tous les cas de figure, il y aura alternance à la tête du Niger. C'est la première fois de l'histoire du pays que un pouvoir démocratique, un président démocratiquement élu passera le témoin à un autre qui sera démocratiquement élu. C'est quand même assez rare sur le continent et en Afrique de l'Ouest, pour le souligner. Mamadou Issoufou n'a pas été tenté. Il n'était pas qu'à contact du 3e mandat. Non. Et donc, il n'a pas chopé le virus. Non, en fait, il avait annoncé depuis, il avait même donné sa détermination comme quoi il ne va plus se représenter. Les gens l'ont fait aussi, il a fallu que maintenant, le peuple n'a pas fait pression. Voilà, comme tu le dis, Samuel, vous savez, il y a eu à côté un pays, je veux bien parler de la Côte d'Ivoire et la Guinée qui font figure aujourd'hui par rapport au coup d'État constitutionnel. Donc, c'est crié sur tous les toits. Je ne pense pas que Mamadou Issoufou va encore se mettre dans cette merde-là pour qu'on puisse parler. Non, lui, c'est sûr, il est sur la voie du départ. Justement, le dimanche. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se prêter à ce jeu malsain d'encore de se briguer un 3e mandat. Il a fait les 2 mandats et dit non, il passe le témoin à quelqu'un qui viendrait encore se présenter. C'est ce que nous recherchons sur la plupart du continent et qui limite parfois nos problèmes que nous connaissons et qui, justement, l'Occident se sert pour nous assouvir. Aujourd'hui, quand vous voyez la plupart de nos faiblesses, c'est lié à ce débat-là, des débats politiques, surtout liés à l'élection.
surtout présidentielle, où le président veut toujours s'accrocher au pouvoir, on veut toujours faire passer par des méthodes fortes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ça fait le recul démocratique. Et donc, c'est justement ce que nous appelons cet exemple-là que nous a servi Mamadou, le Niger en premier, et par le bien de Mamadou Issifou. Je crois que beaucoup de pays africains qui ont l'agenda d'élection devant doivent toujours faire de manière à ce que ce tampon-là puisse être maintenu pour que nous ne puissions pas assister à chaque élection. Nous allons enregistrer des bains de sang et tout. Je crois que ça ne fait pas du bien pour le continent africain. C'est un cas parmi tant d'autres. Je crois qu'avec ce qu'il a servi comme exemple, puisque seulement dimanche aura lieu l'élection, officiellement, Mamadou Issifou n'est pas candidat. Il a passé le témoin à son dauphin qui, aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan de choses, part favori également. Donc, nous ne disons pas forcément que ça s'est passé même. Je crois que ça devait être un exemple qu'on devait citer en plus de celui du Niger. Je veux parler de RD Congo, où, avec la contrainte de l'Union, enfin de l'extérieur et tous les partis politiques, je crois que Kabila a cédé sa place à un opposant qui est un peu modéré et qui n'est pas allé peut-être mettre les Congolais dans cette situation de merde. Donc, je me dis aujourd'hui, Mamadou Issifou va donner l'apaisement au Niger. Parce qu'après ces élections, les gens ne vont plus parler de... C'est vrai, on ne va jamais quitter dans le cadre les opposants, c'est toujours comme ça, on va toujours crier aux fraudes parce qu'il y a malorganisation et tel. Mais ce qui crée véritablement le problème, c'est que Mamadou Issifou n'est plus candidat pour dire qu'on a truandé ou on a tripatouillé la Constitution ou pour pouvoir se présenter. Donc, je crois que c'est un exemple que beaucoup d'États africains doivent copier pour que nous ne puissions encore tomber dans les invectives, dans les turbulences. Georges Hérault, l'argument que servent généralement ceux qui veulent faire le troisième mandat, c'est que ils veulent parachever les chantiers qu'ils ont entamés. Mamadou Issifou, il n'avait plus de chantier. Ça vient de... Il a terminé ses chantiers. En fait, l'homme n'a fait que respecter la Constitution. Bon, c'est parce que c'est en Afrique, c'est parce que c'est au Niger que ça devient quelque chose qui attire l'attention des gens. Sinon, il n'a fait seulement que respecter la Constitution qui demande à chaque candidat. C'est assez rare en Afrique pour être souligné. Oui, c'est pourquoi je dis c'est parce que c'est en Afrique. Si c'est par exemple quelque chose qui s'est passé en France, on n'en parlerait pas. C'est la norme. Donc c'est qu'aujourd'hui. Je sais qu'en journalisme on dit que le train qui arrive à l'heure n'est pas le même. Ça c'est le train qui arrive. Donc aujourd'hui avec ce qu'il a pu faire, vous savez, le Niger. Avant que Mamadou Issifou n'arrive, c'est les militaires qui avaient fait coup d'État à Mamadou Tandja. Et après, ils ont organisé les élections. Et Mamadou Issifou est venu comme un président démocratiquement élu. Je pense que... ou bien si j'ai une bonne mémoire, avant Mamadou Tandja, il y avait aussi quelque chose de coup d'État qui avait renversé. Vous voyez, vous, donc, qui est également candidat actuellement. Vous voyez que c'est un pays qui est déjà habitué à ces phénomènes, à ces coups d'État. Lorsqu'un président, surtout, prétend à aller au-delà de ce que la Constitution a décidé, a stipulé, et il y a une possibilité de lui faire un coup d'État. Donc, sûrement... Le coup d'État aussi n'est pas réglementaire quand même. Oui, bon, les coups d'État... Donc, de toutes les manières, aujourd'hui, on le félicite parce que c'est en Afrique, parce que c'est un pays où aussi les coups d'État arrivent facilement. Ce que moi je voudrais dire par rapport à ce monsieur, c'est qu'il a eu le courage de ne pas changer la Constitution. Parce que dans la Constitution même, il y a encore la manière
de le changer démocratiquement, à travers les référendums. Et c'est aussi la démocratie. En fait, c'est pour permettre aux gens, comme vous l'avez souligné entre guillemets, de terminer leur chantier. En fait, on se dit, par exemple, quand vous prenez les États-Unis, il n'y avait pas la limitation de mandat. Les gens ne faisaient pratiquement que 2 mandats. Mais quand les États-Unis étaient en guerre, après la crise de 1929, je crois, et on a permis à Roosevelt de continuer encore. C'est-à-dire qu'il y a une exception. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une exception, il y a une manière de permettre à certains présidents ou bien à certains leaders de continuer, parce qu'on suppose qu'il a passé à des moments il y avait un cas de force majeure. Oui. Et puis, des fois même, c'est parce qu'il y a des cas où le président, quand il arrive, avant d'asseoir son pouvoir, il a passé par des cas sociaux, se régler certains problèmes, jusqu'à un moment donné, on se dit qu'il n'a pas tellement de possibilités de travailler pour le développement de la nation, alors qu'il a une vision. Mais c'est pour ça qu'on l'a élu. Il a une vision, et là, on lui permet. Dans le cas d'espèce, vous savez, il était sur France 24, TV5 Monde, il a dit que la Constitution, qu'il voit que la Constitution, ou bien le Niger, n'a pas, ou bien il ne sent pas de changer la Constitution, d'aller au référendum aujourd'hui. Donc, quand vous prenez le monsieur, il se fait remplacer par quelqu'un, un ami de longue date de 30 ans. C'est des choses comme ça aussi que nous devons parler de ces cas aussi. Parce que, en fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas, en fait, l'alternance, mais c'est comment vous l'appelez en Congo, Kinshasa, c'est le changement dans la continuité. C'est-à-dire qu'en fait, la personne est là, il a un défunt qui vient, qui le remplace, qui fait exactement comme lui, alors que nous crions changement, alternance. Ce n'est pas tout à fait. Comme on en parlait au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Guinée et au niveau de beaucoup de pays où dès qu'on change une virgule dans la Constitution, des juristes, je ne sais tomber de quelle planète, constitutionnaliste, pour dire que non, l'effet rétroactif n'existe pas et tout. Mamadou Issoufou est un peu cette exception dans un monde où une règle malsaine s'est imposée. Mamadou Issoufou a essayé d'être correct avec lui-même, c'est-à-dire que il veut avoir une conscience libre et il veut rester dans le cœur des Nigériens comme ce président qui nous a tracé une nouvelle voie après ces moments troubles de coups d'État, de complots, de tentatives de coups d'État et de problèmes ou de crises politiques. On est allé jusqu'à accuser certains leaders d'opposition de tel ou tel acte. Certains auraient manqué de payer leurs domestiques à la maison. Ça devient une affaire de justice, ainsi de suite. On appelle ça de la persécution politique. Donc, Mamadou Issoufou a vu effectivement le tableau du Niger et il s'est dit, il faut que j'essaie de laisser mes traces, il faut que je m'immortalise dans le cœur des Nigériens en s'efforçant de respecter la Constitution. Parce que dites-vous, le pouvoir est tellement doux que ce n'est pas facile de se lever du fauteuil présidentiel. Alors, si quelqu'un a eu ce courage-là, il faut le féliciter. Alors, ceux qui changent la Constitution se fondent justement sur la Constitution pour la changer. Parce que la Constitution permet qu'on la change, qu'on la modifie. Il n'y a pas de Constitution. Voilà. Donc, effectivement, puisque le temps même passe, et on se voit obligé même d'adapter nos tests à la réalité. Mais ceux qui sont malins en profitent pour glisser effectivement leurs réformes, c'est-à-dire leur permettre de faire un 3e, un 4e, un 5e mandat ou bien mandat illimité. Aujourd'hui, au Niger, je crois que c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Quoique, monsieur Issoufou Mamadou, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce qu'il n'est pas candidat qu'il ne va pas soutenir
à fond ou qui ne soutient pas à fond son défunt ou le passage de son parti. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez que même ils ont mis beaucoup de moyens. Moi, j'ai suivi la campagne du représentant du parti de M. Issifou, je crois que c'est, comment on l'appelle, Mohamed Bazoum. Oui. Il a investi des millions et des millions pour cette campagne-là. Et on sent effectivement qu'il a envie de gagner proprement. Et il veut aller dans le même sens que le président Mamadou Issifou. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de faire juste une élection pour montrer au visage du monde entier que nous avons fait une élection et puis une élection maillée de fraude, une élection pas transparente. Mais il faut mettre les moyens, faire une bonne campagne, convaincre les Nigériens. Et il veut jouer déjà sur l'actif du président Mamadou Issifou puisqu'ils ont travaillé ensemble, ils sont dans le même parti et ils ont un bilan à défendre, contrairement à l'opposition aujourd'hui qui doit trouver les bons mots pour pouvoir convaincre les Nigériens à voter. Donc aujourd'hui, on peut dire que Mamadou Issifou rentre dans l'histoire de son pays, le Niger, mais aussi dans l'histoire des pays francophones et dans l'histoire des pays africains comme l'un de ces présidents-là qui n'ont pas ajouté une virgule ou qui n'ont pas changé une virgule à la Constitution pour leur permettre de se représenter, pour leur permettre de faire des mandats de plus. Parce que je le dis une fois encore, changer la Constitution, ce n'est pas anticonstitutionnel. Mais changer la Constitution dans l'objectif de se représenter malgré la fin de ces 2 mandats, c'est là où il y a problème. Je pense que cela va inspirer beaucoup d'autres dirigeants africains et que dans les années à venir, on n'aura plus à parler de ces problèmes de présidents qui refusent de quitter le fauteuil présidentiel. C'est ces changements de Constitution que certains juristes appellent des réformes opportunistes. Bien sûr. Messieurs, partons pour la grande pause et on revient après le journal.